l'islam est devenu un problème à mesure qu'il est devenu français. À partir du moment où il s'est implanté véritablement en France et qui, en plus de ça, a passé la barrière de classe, c'est à ce moment-là que l'objet islam est devenu un problème. Paul Dijoux, secrétaire d'État aux travailleurs immigrés, qui déclare, donc le 14 mars 1976, « Les entreprises seront invitées à mettre en place des lieux où puisse s'exercer la prière et des aménagements d'horaires correspondant au rythme de ces prières. Pendant le jeûne du Ramadan, les entreprises devraient, comme certaines le font déjà, aménager des conditions de travail compatibles avec l'état physique des travailleurs musulmans. L'attention des chefs d'entreprise sera enfin attirée sur la nécessité pour les cantines de permettre le respect des règles coraniques d'alimentation. » Alors, c'est intéressant quand même, parce que évidemment, une citation comme ça aujourd'hui rendrait fou tout le personnel politique et médiatique. Ça serait impossible d'entendre une telle citation. Alors, qu'est-ce qui se passait à l'époque pour que ça soit à ce point-là valorisé ? Hicham Ben Aïssa, bonjour. Bonjour. Tu es sociologue rattaché au groupe Société, Religion, Laïcité, affilié à l'EPHE et au CNRS. Et tu interviens depuis plus de 10 ans au sein d'entreprises, collectivités et associations sur la thématique de la gestion du fait religieux. Tu as été l'auteur de Travail et Islam, généalogie d'une problématique en 2020 et de nombreux articles sur le sujet. Et tu as notamment soutenu ta thèse sur l'entrepreneuriat musulman. Oui. Et on t'invite aujourd'hui pour parler d'islam au travail. Oui. Donc, et plus généralement, de la place de l'islam au travail. Justement, cette place, quelle place a l'islam au travail ? Et peut-être pour dérouler un peu le fil historique, au fil du temps, comment le changement de statut social des travailleurs et des musulmans dans le monde du travail s'est-il traduit en termes de tolérance sur leurs pratiques religieuses ? Bon, d'abord, merci pour l'invitation. Alors, effectivement, pour pouvoir répondre à cette question, il faut en effet faire un peu d'histoire et établir le contexte historique dans lequel, en fait, l'islam s'est implanté en France, parce qu'en France métropolitaine, j'entends. Comment les musulmans sont arrivés là ? Bon, les musulmans, ils sont arrivés en France massivement, disons, après la Seconde Guerre mondiale. Donc, par le prisme du travail. C'est des travailleurs. Le premier grand mouvement d'émigration, c'est des travailleurs. Alors, pourquoi ils viennent immigrer, en fait, en France ? C'est de la main-d'œuvre ? La première des raisons, c'est qu'en effet, c'est de la main-d'œuvre. Il faut donc première configuration économique dans laquelle nous sommes à ce moment-là. Nous sommes dans un schéma économique qu'on qualifie fordien, où en gros le capitalisme est industriel. C'est un capitalisme industriel qui fonctionne beaucoup sur de la main-d'œuvre bon marché. Et donc, ce capitalisme français, européen, à vrai dire, pas que français, a besoin d'une main-d'œuvre bon marché, corvéable, et qu'elle va aller chercher au sein des pays d'émigration. Donc, la première raison principale, dire les musulmans ne sont pas arrivés comme ça, ils ne sont pas tombés du ciel. Donc, ils sont arrivés en France pour la raison principale qui était celle-là, venir combler les manques de recrutement des grandes industries françaises. Ça, c'est la première raison. On a été les chercher au Maghreb, en Afrique subsaharienne. Tout à fait. On a été alors principalement au Maghreb. Ça a été une grosse base arrière du capitalisme européen, du capitalisme français, donc le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Pour venir subvenir au manque de recrutement dans l'industrie automobile, dans les bâtiments, dans les mines, dans le nord de la France, par exemple. Bon, voilà. Donc, toute une série de secteurs d'activité comme ça avaient besoin de main-d'œuvre et on est parti les chercher là-bas. Donc, c'est la première raison. Mais ils se sont déplacés aussi parce que sinon, on ne comprend pas exactement pourquoi ils viennent. Parce que souvent, on pense qu'ils sont venus aussi par plaisir. Bon. En fait, aussi, ils viennent parce que leur pays a été colonisé. Et comme leur pays a été colonisé, c'est-à-dire qu'on a complètement déstructuré l'ordre économique et social traditionnel sur lesquels vivaient ces pays. C'est-à-dire toute l'économie de subsistance qui était l'économie traditionnelle de ces pays-là, sur lesquels fonctionnaient en réalité les Maghrébins et plus globalement les Africains,
a été vraiment bouleversé, hein, détruit de l'intérieur à travers le système colonial. Bon. Et donc, du coup, n'ayant plus les moyens par lesquels traditionnellement ces gens-là travaillaient, subvenaient à leurs besoins, ils ont été contraints de force, en fait, hein, par des Mmh. conditions objectives, par le système colonial, d'aller chercher de quoi manger, hein. Et donc, Et d'aller chercher de quoi manger, se trouvaient là des filières déjà organisées par le patronat français. c'est ça, et facilité même par les pays d'origine, la Tout à Tunisie, le fait, Maroc, tout, l'Algérie, qui tout à facilitaient les fait, départs. tout à fait, tout à fait. Donc voilà, le mouvement d'émigration des pays du Maghreb vers la France, premièrement, c'est pour des raisons de Et là, on se travail. situe vers quelle année? Donc c'est massivement, en fait, ça a commencé déjà un peu avant la Seconde Guerre mondiale, mais massivement, de manière massive, après la Seconde Guerre mondiale, hein. Vraiment, c'est Mmh. des cohortes d'hommes qui viennent en France travailler dans plein d'industries, dans des bastions industriels, l'île de France, pardon, près de la banlieue lilloise, à Lyon, à Oui. Marseille, dans les pays de l'Est, enfin dans le pays de l'Est, l'Alsace, Moselle, etc. Bon. Donc là, ils viennent, à ce moment-là, c'est essentiellement des hommes issus de la ruralité et des classes populaires. Parce qu'au début, donc deuxième configuration, deuxième moment important, enfin deuxième chose Mmh. importante qu'il faut avoir en tête, c'est essentiellement des hommes qui viennent. Pourquoi essentiellement des hommes? Est-ce que c'est de la main-d'œuvre physique? C'est de la main-d'œuvre physique, mais aussi parce que dans leur esprit, à cette époque-là, pas que dans leur esprit à eux, mais dans l'esprit disons, de la société tout entière, ils allaient rentrer chez eux. Toute l'émigration des années 45 jusqu'au début des années 80, disons, Ouais. c'est une émigration qui repose sur l'idée d'un retour. Qui sont pas On- venus pour s'installer et ramener leur famille? Pas du tout. Donc, c'est vraiment l'idée du mythe du retour. Hein, c'est donc peut-être je reviendrai sur cet auteur, mais qui est central pour comprendre cette période, c'est Abdelmalek Sayad qui a effectivement donc écrit La double absence, etc. Où il explique bien ça, hein. Il explique pendant longtemps une espèce de mensonge collectif, hein, que la société d'immigration, la société d'émigration, c'est-à-dire même les familles Mmh. dans les pays d'origine, on se raconte cette histoire. Mon enfant, il est parti, mais il va revenir. Il va juste aller chercher de l'argent, il va aller travailler dans les usines françaises, il monte son petit pécule, Ouais. et puis il va revenir au bled, occuper la place qu'il a laissée vacante. Bon. Donc et puis l'émigré lui-même, il y Mmh. croit ça. Il se dit non, non, moi je viens juste travailler. Bah, il y en a quelques-uns qui sont revenus, mais la masse des gens Ils sont restés. sont en fait restés. Voilà. Donc voilà. Alors j'ai pris un peu le temps, mais c'est juste pour donner un peu les coordonnées Ouais. sociopolitiques dans lesquelles les musulmans arrivent en France, hein, s'installent en France, s'implantent en France. Et ces entreprises qui les accueillent, qui les reçoivent, qui les ramènent, Qui les exploitent aussi, hein. surtout, Ouais. comment elles tolèrent leurs pratiques religieuses en tant que musulmans? Comment elles les intègrent en tant que musulmans au sein de ces entreprises-là, à ce moment-là? Alors, pour ça, je vais te répondre par une citation qui est pas qui est pas de moi, qui est à l'époque du secrétaire d'État aux travailleurs immigrés en 76, qui s'appelait Dijoux, voilà, Paul Dijoux, secrétaire d'État aux travailleurs immigrés, qui déclare, donc le 14 mars 76, je cite, les entreprises seront invitées à mettre en place des lieux où puisse s'exercer la prière et des aménagements d'horaires correspondant au rythme de ces prières. Pendant le jeûne du Ramadan, les entreprises devraient, comme certaines le font déjà, aménager des conditions de travail compatibles avec l'état physique des travailleurs musulmans. L'attention des chefs d'entreprise sera enfin attirée sur la nécessité pour les cantines de permettre le respect des règles coraniques d'alimentation. J'allais te demander de quelles pratiques religieuses vraiment on parle, mais j'ai l'impression que c'était le package, Ah non, c'était le oui, full package. c'était full package. Ouais. C'était full package. Alors, c'est intéressant quand même, parce que évidemment, une citation comme ça aujourd'hui ferait sauter comment dire, rendrait fou, enfin, tout le personnel politique et médiatique. Ça serait impossible d'entendre une telle citation. Alors, qu'est-ce qui se passait à l'époque pour que ça soit à ce point-là valorisé? Donc, c'est valorisé par le personnel politique et c'est évidemment encouragé aussi par tout le patronat et soutenu par les syndicats.
Alors, il y a deux choses qu'il faut avoir en tête. La première chose, je l'ai déjà dit, je vais pas y revenir, c'est la question du mythe du retour, hein. Ouais. C'est à cette époque-là, favoriser la présence de l'islam en France, c'était favoriser une présence temporaire. D'accord. En fait, on les mettait dans les meilleures conditions pour qu'ils Voilà, fassent leur travail et qu'ils rentrent et chez eux. exactement. C'est ça vraiment les conditions sociales, j'allais dire même mentales, hein, dans lesquelles nous sommes à cette époque-là, hein, les 60-70, on est vraiment dans ces D'accord. conditions-là. Ils prient, c'est bien, on va améliorer, parce qu'ils reconnaissent tout de même qu'ils travaillent dans des conditions de travail Ouais. extrêmement précaires, difficiles. Il faut quand même rappeler qu'on a inventé un statut pour eux qui s'appelle OS, ouvrier spécialisé. C'est a été créé pour les travailleurs immigrés maghrébins particulièrement, qui a un statut sans horizon. C'est-à-dire quand on était OS à vie, il n'y avait aucune Oui. promotion possible. C'est une espèce de discrimination totale, hein. Bon, c'est vraiment tout en bas de l'échelle. Bon, donc ils reconnaissent que leur condition de travail est difficile et par conséquent, il faut au moins leur donner ça. On va au moins leur donner la possibilité de pouvoir prier dans leur usine. Il y a certaines entreprises qui créent même des salles de prière, hein. Mhm. Poissy, il y en a un certain nombre, hein, je ne vais pas toutes les citer. À Boulogne aussi, il y en a eu. C'est des entreprises de grands groupes, hein. On Ah, parle de de grands groupes, là PSA, on on parle parle de de grands Ouais. groupes, hein, on parle de grands groupes. Donc qui installent des salles de prière, hein, qui construisent des salles de prière pour ces travailleurs immigrés, qui aménagent le temps de travail, notamment pendant les périodes du ramadan, etc., etc. Ça dure jusqu'à quand? Donc cette période, ça dure jusqu'au début des années 80, hein. Donc là, on est dans une période aussi. Donc j'ai dit mis du retour. Deuxième chose, c'est que nous sommes dans quoi que ça revient un peu, mais à l'époque, nous sommes vraiment dans un langage politique de confrontation de classes. D'accord. L'idée, c'est la lutte des classes à l'époque. Oui. Et dans ce schéma-là de lutte des classes, l'islam est devenu un objet de lutte entre les syndicats et le patronat. Pourquoi? Parce que cette masse d'ouvriers, même si elle est précarisée, même si elle est discriminée, elle est quand même essentielle au fonctionnement Même industriel. si elles ne votent pas à ce moment-là. Même si elle ne vote pas trop, elle ne vote pas du tout pour un certain nombre d'entre eux, elle est quand même Ouais. essentielle pour le système industriel parce qu'elle fait quand même tourner la machine. Et, et ça, tout le monde le sait. Donc, il y a le patronat qui se dit, bon, ils font tourner la machine, ils sont importants, donc il faut qu'on se les mette dans notre poche, hein. Je dis les choses Mm. un peu facilement, enfin un peu trop facilement, mais c'est quand même comme ça. À la fin, c'est quand même ça l'idée. Ils sont peut-être dit ça lors d'un Voilà, comité d'entreprise. voilà. Et donc, on va favoriser leurs pratiques culturelles. Et il y a tout est dit, je pourrais citer, hein, mais il y a tout des discours de patrons qui expliquent que, en plus, l'islam, euh, comment dire, a des ressources morales absolument essentielles aux travailleurs immigrés dont il faut se servir, etc. De l'autre côté, il y a les syndicats qui, pour engager un rapport de force avec le patronat, donc je parle là de la Oui. CGT, de la CFDT, etc., hein, donc des grands, à l'époque, qui sont des grands bastions, encore plus qu'aujourd'hui, hein. Et, euh, et ils se rendent compte que s'ils arrivent à s'accaparer en quelque sorte cette masse d'ouvriers à leur cause, ils établissent avec le patronat un rapport de... C'est pas par amour de l'islam qu'ils l'ont fait. Alors, pas du tout, au sens où où cette question-là était une porte d'entrée par laquelle passer pour se servir enfin se servir en tout cas, défendre les intérêts des travailleurs immigrés et les ramener un peu à la cause Mais c'est des ça, syndicats eux-mêmes. Et pour créer une espèce de force du nombre, hein. c'est ça, j'ai C'est ça l'impression qu'ils l'idée. sont doublement exploités. Un, par le patronat, et puis instrumentalisés aussi. C'est le cas ou pas? Est-ce que c'est le bon mot? Instrumentalisés aussi un peu par les syndicats? Alors, C'est pour aussi en tirer quelque chose de bénéfique et de positif pour eux? alors, l'idée, c'est aussi parce que la lutte n'est pas uniquement sur la question de l'islam, elle est aussi sur les syndicats. Parce qu'à l'époque, les revendications retiennent à plusieurs choses. Dans les années 70, lorsque les travailleurs immigrés, par exemple, demandent des salles de prière ou des aménagements d'horaires, etc., ça fait partie, c'est secondaire comme D'accord. revendication. Ok. Parce qu'à l'époque-là, on n'est pas du tout nubilé par la question religieuse. C'est un petit aspect de leur vie. Voilà.
L'essentiel des revendications de ces travailleurs immigrés, c'est surtout leurs conditions de travail, le salaire, etc. Et donc, les syndicats, quand ils se saisissent et appuient les revendications des travailleurs immigrés, ils les appuient aussi sur la question religieuse. D'accord. Voilà. Pour eux, parce que ça fait partie, c'est une partie intégrante d'un ensemble de revendications qui ne pose pas de problème. Tout ça va poser un problème. Je ne sais pas si on en vient Ouais, directement. justement, on va y aller, mais j'ai découvert ça. C'est un fait qui est, en tout cas, dont on parle Mmh, peu, mais il y a eu un tournant en 1983. mmh, Il y a trois ministres socialistes, c'est dont ça. Pierre Mauroy, qui était le Premier ministre de l'époque, Mmh, pardon, et qui avait pointé l'influence supposée mmh. de l'islamisme. Donc, il y a tout ce que tu viens de nous dire, Ouais, et on arrive en 83, qui pointe l'influence supposée de l'islamisme au sein de l'usine PSA ouais, d'Aulnay. ouais, Alors que, et ça coïncide avec un moment où les ouvriers se sont justement ouais. mobilisés pour de meilleures conditions de travail et plus de liberté syndicale. Gaston Defferre, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, avait même évoqué des grèves saintes Mmh, mmh, d'intégristes, mmh. de musulmans et de chiites. Ouais, Ah, c'est juste pour l'anecdote, mais on est on est 3 ans après la révolution iranienne. ouais, Et chiite faisait partie des mots à ouais, la mode ouais, à ce moment-là. ouais. Et les médias venaient de découvrir le mot ayatollah, mollah, C'est tchador. Et ça. donc, ils avaient commencé à l'utiliser. Bon, ils se sont largement appropriés ces mots aujourd'hui. Mais en quoi, justement, ce moment est un tournant pour la pratique de l'islam au sein des entreprises, ou même euh, on parle d'acte inaugural de discours islamophobes. Ouais, ouais, ouais. C'est C'est un vrai tournant. C'est un vrai tournant. Mais là aussi, il faut juste suivre le fil de quelques années auparavant. Qu'est-ce qui se passe aussi à ce moment-là? C'est quoi la séquence historique qu'on est en train de vivre d'un point de vue structurel? Pas uniquement du point de vue des musulmans, mais d'un point de vue structurel. D'un point de vue structurel, le capitalisme change de visage. Au d'accord. début des années 80, fin des années 70, début des années 80, il change de visage. Tout le monde industriel sur lequel s'est bâti le capitalisme d'après-guerre, donc après la Seconde Guerre mondiale, est en train de s'effondrer. C'est un tournant, ce qu'on a appelé le tournant néolibéral, le tournant de la rigueur des années Thatcher-Reagan. Ouais. Ça se traduit concrètement comment? Ça se traduit par le fait que on encourage la dérégulation de l'économie, les délocalisations, la compétition à l'échelle internationale, l'abaissement des barrières douanières, etc., etc. Et donc, dans ces conditions-là, la France est en train de se vider de ses industries, progressivement. On est après choc pétrolier 73-79. Progressivement, la France est en train de se vider de ses industries et donc, par voie de conséquence, est en train de mettre au chômage des travailleurs immigrés. Bon, les travailleurs immigrés se retrouvent un peu comme ça au début des années 80 à subir les contre-coups de ce grand basculement Ouais. historique. Voilà, c'est toujours important de faire des liens avec des causes un peu plus, disons, structurelles. Donc c'est ça qui se passe à ce moment-là. Début des années 80, donc 82, l'industrie automobile française reste quand même continue à être un grand bastion du monde industriel français, et il y a des résistances. Il y a encore des mouvements de résistance D'accord. des syndicalistes, des travailleurs immigrés, etc. Et à ce moment-là, Groupe qui s'est vraiment constitué au fil des années, c'est ce que tu disais tout à l'heure. exactement, Ouais. voilà, qui a vraiment constitué sa force sur la figure du travailleur immigré. Au point que, au début des années 82, commence à se monter des grèves et qui frappent toute l'industrie Oui. automobile. À ce moment-là, la figure du travailleur immigré est vraiment la figure représentative du gréviste. C'est vraiment celui qui porte les luttes syndicales, hein. Donc, voilà. Et donc, il porte les luttes syndicales. Et d'ailleurs, le premier mouvement de grève de 82, les syndicats l'emportent en quelque sorte, Mm. gagnent la bataille, le rapport de force avec le patronat. Sauf que le patronat voit ça et se dit, début 83, il y a un truc, maintenant, c'est pas possible, il faut qu'on trouve une stratégie une contre-attaque contre ces mouvements de grévistes.
C'est là que circule, au début des années 83, dans les cercles patronaux, mais qui correspond à ce grand mouvement qui est en train de s'opérer, Mhm. qui est qu'en fait, les grandes industries françaises sont un peu contraintes par les marchés objectifs de fermer. Et donc, comment réussir à fermer sans se confronter à ces grands mouvements de grève? Comment les décrédibiliser en quelque sorte? Et c'est là que commence à émerger le langage, au sein de ces cercles patronaux, de l'intégrisme islamiste. Nous sommes, tu l'as rappelé, au lendemain de la révolution iranienne en 79, et donc déjà commence à fleurir un peu partout, dans les médias, etc., de la Mm. révolution islamique. C'est un langage qui commence Je disais à... même que c'est le moment où on a remplacé le mot immigré par le mot musulman. Voilà. Et donc vraiment, ce mouvement de grève-là, la figure du travailleur immigré qui était perçue par tout le monde, je veux dire, c'était comme ça qu'on l'appelait, c'était ou l'immigré ou le travailleur immigré. À partir de 83, à partir de ce moment-là, il est désigné par un nouveau langage, et ce nouveau langage va être progressivement, tu as cité le Premier ministre de l'époque, Pierre Mauroy, et d'autres, qui vont commencer à parler d'eux, qui est pas comme des islamistes, comme effectivement, intégrés par les mouvements intégristes, enfin, de ce type de langage qui commence à... Donc, c'est intéressant parce que là, une bascule, c'est vraiment à ce moment de bascule entre, encore une fois, deux événements structuraux, qui est le capitalisme qui est en train de changer de visage, le tournant de la rigueur opéré par le Parti socialiste, le gouvernement de l'époque, et qui doit assumer ce mouvement de délocalisation en faisant fleurir un nouveau langage. Et ce nouveau langage De apparaît à ce moment-là décrédibiliser, ouais. et décrédibiliser ces mouvements de grève. Et voilà comment ces travailleurs immigrés ont été en quelque sorte dévalorisés, stigmatisés du sceau de l'islamisme Et c'est à ce ce qui est un peu moment-là. resté dans Et c'est l'imaginaire ce qui collectif. a, en tout cas, commencé à ouvert la brèche, en Ouais. quelque sorte. À ce moment-là, parce il y aurait encore plein de choses à dire, mais à ce moment-là, il y a aussi 83. 83, c'est la première apparition sur la scène électorale et sur la scène politique du Front National. 83, Jean-Marie Le Pen, qui faisait des scores ridicules jusqu'à maintenant, 83, il fait une percée électorale à Dreux notamment, sur le thème de les immigrés nous volent notre pain. Si vous voulez réduire parce que le chômage s'installe, si vous voulez réduire le chômage, il faut virer les immigrés, etc. Et ça commence à avoir de Mhm. l'écho. Voilà. Donc tout ça, toute cette conjonction de phénomènes, à la fois de structure, à la fois des phénomènes politiques, à la fois comment dire, d'intérêt aussi du patronat à changer de langage, a contribué à désigner, à faire désigner ces travailleurs-là d'une autre manière, et notamment d'une manière religieuse. Voilà. Les Pour- musulmans sont devenus musulmans à ce moment-là, en quelque C'est sorte. ça. C'est ça. Mais je voulais faire aussi je voulais faire le parallèle avec aujourd'hui. Le parallèle. Tu nous as bien décrit la figure du travailleur musulman après la Seconde Guerre mondiale Ouais. jusqu'à dans les années 80, avec beaucoup de droits en termes de Mm. pratique, en tout Mm. cas, beaucoup de liberté, Ouais. de culte au sein Ouais. Ouais. en entreprise. Ouais. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une figure du travailleur musulman encore, ou est-ce qu'il... Ouais. Quelle est cette figure? Comment, je vais te le dire peut-être Ouais. un peu plus trivialement, mais on passe du travailleur qui peut prier à celui peut-être qui travaille à la défense aujourd'hui, qui se cache pour Ouais. prier, ou qui ne Ouais. prie pas, ou Ouais. qui Ouais. se débrouille comme Ouais. il le peut en fait. Bah, il s'est passé quand même beaucoup de choses entre ce travailleur immigré et le travailleur descendant de cette immigration à la Défense. Il s'est passé que d'abord, ils sont restés, ces travailleurs. Ils ont ramené leurs femmes, ce qu'on a appelé le regroupement Mhm. familial. Ils ont eu des enfants. Ces enfants sont nés en France et ces enfants sont partis à l'école. Bon, au début, pour une partie d'entre eux, certains d'entre eux ont accédé à l'université, à la fac, se sont donc émancipés de leurs conditions sociales d'origine. Ça, c'est un point central. En fait, malgré tout, même si c'est marginalement, il y a eu tout un pan de cette génération-là qui a pu accéder donc à des statuts, Ouais. à des responsabilités qui étaient inaccessibles à la génération des parents. Moi, en préparant cette émission, j'ai été
Ils ont on a acquis un statut. Pour moi, l'acquisition d'un statut va avec l'acquisition de plus d'acquis, enfin d'avoir plus de choses, et ils ont finalement moins de choses que leurs aînés dans la pratique religieuse. Ah oui, alors du point de vue de la pratique religieuse, en effet, les choses se sont empirées. Moi, je pensais que j'avais plutôt en tête comment nous sommes passés du travailleur immigré je sais pas moi, au l'avocat, la Oui, figure de l'avocat, etc. J'étais juste pour montrer qu'il y a eu en effet déjà une diversification du profil de ces travailleurs immigrés. Les musulmans ne sont plus forcément que des ouvriers. Ils sont aujourd'hui, alors, il y en a évidemment beaucoup, des ouvriers, mais il y a aussi des avocats, des des managers, des médecins, directeurs, ouais. des médecins, etc. Mon point, Oui, c'était de dire ça. Après, sur le rapport à la question de la pratique, en effet, ça s'est même empiré, on peut dire, hein. Comment dire, il y a eu une politique du début des années 80 aujourd'hui qui s'est intensifiée, disons, surtout à partir des années 2000. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais qui vers une intensification de la neutralisation de la visibilité religieuse. c'est Alors, la laïcité qui s'importe dans le monde du voilà, travail. c'est vraiment au début des années 2000 que, que la laïcité devient un concept qui est saisi par disons, les mouvements un peu Mhm. réactionnaires et qui en font une espèce d'outil politique pour neutraliser le plus possible toutes les formes de différence, d'expression, d'appartenance J'allais te demander, religieuse. qu'est-ce qu'elle fait la laïcité dans le monde du travail? En fait, si on reprend le fil, en réalité, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de problème, entre Mm. guillemets, avec la laïcité au travail et avec la religion au travail. Et donc, il n'a jamais été question de problème de laïcité puisque comme je l'ai dit, les travailleurs immigrés priaient au sein de leur lieu de travail. Bon. Ce qui s'est passé, c'est que moi, ma thèse, c'est, pour le dire d'une formule, l'islam est devenu un problème à mesure qu'il est devenu français. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, à partir du moment où l'islam a officialisé sa présence en France. Jusqu'à maintenant, on voyait cet objet-là comme un objet qui allait rentrer chez lui ou qui allait juste rester En bas. en bas de l'échelle sociale. À partir du moment où il s'est implanté véritablement en France, c'est-à-dire qu'il y a eu des enfants qui ont grandi ici, etc., qui sont par la force des choses français, et qui, en plus de ça, a passé la barrière de classe. C'est-à-dire qu'ils ne restent plus qu'ouvriers, mais qui deviennent en plus managers, etc. Enfin, en tout cas, avec des postes de responsabilité. C'est à ce moment-là que l'objet islam est devenu un problème. Parce que il s'est émancipé des représentations qu'on avait de lui. L'islam, ça devait rester comme un objet étranger, étrange, au loin, qui devait aller repartir au loin, ou un objet complètement dominé. Je pense que c'est... Et donc, en réaction à ça, en réaction à ce mouvement puissant, profond, silencieux, c'est ce qu'on ne dit jamais en fait suffisamment, c'est ce qu'on ne voit pas. Alors que moi, mon objet, c'est quand même de documenter ça, ce qu'on ne voit pas de ce qu'on appelle aujourd'hui les musulmans, mais il faudrait même revenir Mm. sur cette définition. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que silencieusement, il y a eu une très forte diversification sociale de ce groupe, une très forte émancipation de ce groupe de ses conditions sociales d'origine. Il y a aujourd'hui une véritable classe moyenne musulmane Ça, et ouais. supérieure, classe moyenne supérieure qui s'installe, qui se solidifie, etc. En fait, on passe de la figure du musulman, peut-être dans les années, Ouais, 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 à la c'est ça. figure des musulmans et Des des musulmans, musulmans français. voilà, voilà, C'est ça. voilà, voilà. Il y a pas, on pouvait parler d'une espèce de figure un peu idéale typique du musulman jusqu'au début des années 80, c'est-à-dire, bon, globalement, c'était un peu l'ouvrier, c'était un peu une espèce de groupe social un peu Mm. homogène, à point de vue du statut, du point de vue même du niveau de diplôme, du point de vue, etc., etc. Mais aujourd'hui, c'est complètement faux. Aujourd'hui, les musulmans, ce qu'on appelle les musulmans, sont extrêmement diversifiés en leur sein.
socialement, économiquement, culturellement. Parce que quand on dit musulman, on a beaucoup à l'image les Maghrébins, mais il y a aussi, maintenant, il y a une diversification même sur le plan ethnique. Enfin, je veux dire, les Turcs, Oui, ouais. voilà, Asiatiques. Bon. Et dans la. Et, Ouais, vas-y, je t'en et, prie. et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'en effet, à partir du début des années 2000, pour répondre complètement à ta question, il y a eu une réaction consistant face à ce mouvement, donc encore une fois, de diversification et de l'islam dans ses expressions, il y a eu un mouvement réactionnaire qui a consisté à neutraliser cette différence, à vouloir ne pas la voir. Et Voilà. ça, c'est vrai pour les entreprises françaises, mais aussi pour les groupes étrangers qui sont présents en France, parce que je sais pas, je me promène dans un centre commercial, je Ouais. vois des femmes voilées qui travaillent pour telle ou telle entreprise. Je le vois moins, on parlait de la Défense tout à l'heure, on le voit moins sur le parvis de la Défense, ou dans... Mm. Enfin, il y a des endroits où on le voit plus. Est-ce que c'est vraiment lié à la France et aux entreprises Mm. françaises, ou c'est... Oui, alors il y a une spécificité française, hein, sur ce qu'il faut bien le reconnaître, il y a une spécificité française. J'ai travaillé avec un certain nombre d'entreprises, j'ai enquêté dans un certain nombre d'entreprises et j'ai pu avoir des éléments pour établir des comparaisons. Et ce que je constate, c'est que dans des entreprises, et en effet américaines, par exemple, j'ai en tête une entreprise américaine avec qui j'ai collaboré, ces questions-là se posent pas de la même manière du tout. elles se posent pas de la même manière, ou elles se posent pas du tout? C'est-à-dire qu'elles se posent pas du tout, en fait, hein. C'est-à-dire qu'elles ne se posent pas du tout dans le sens où, dans leur politique globale, hein, je ne parle Hmm. pas de... Dans leur politique générale, la question de l'identité religieuse est intégrée comme une diversité à part entière. C'est-à-dire on peut être ce qu'on veut d'autre et on est aussi d'une identité religieuse. Bon, on n'en fait pas C'est pas ce qui va définir Voilà, l'employé ou c'est pas le... forcément ça qui va définir une personne, mais si elle est ça, elle est ça. Voilà, et on l'intègre en tant que telle. C'est-à-dire, bon, or, la spécificité française, c'est tout le tintouin autour de la laïcité. Juste un mot, hein, parce que j'insiste sur ça. Je dis tintouin de la laïcité, c'est parce qu'il y a eu une réinterprétation fallacieuse, hein, qui domine aujourd'hui le champ politique et des discours politiques et publics sur le concept de laïcité. La laïcité, ce n'est pas du tout ce qu'on essaye de lui faire dire, hein. Je dirais même que la laïcité, c'est, pour l'avoir étudiée et pour appartenir à un laboratoire qui traite de ces questions-là, la laïcité, c'est une très belle loi, hein. C'est vraiment une loi précieuse, qui a été faite avec soin, etc. Bon, et qui ne dit pas du tout ce qu'on lui fait dire aujourd'hui. On a tout à fait le droit. La laïcité a intégré l'idée que en gros, pour aller vite, seul l'État est neutre. Effectivement, il y a la neutralité de l'État en Mhm. France. Les fonctionnaires, par exemple, n'ont pas le droit d'afficher leurs convictions religieuses. Mais la laïcité dit bien l'ensemble de la société a tout à fait le droit d'exprimer ses croyances, hein, tant qu'elle respecte la loi, On a etc. l'impression que c'est la laïcité. Aujourd'hui, il y a une laïcité de valeur qui l'emporte face à Oui, une laïcité comme principe juridique. oui, mais c'est contre son esprit. Encore une fois, ceux qui font dire à la laïcité, qui se drapent effectivement dans des valeurs un peu comme ça, la laïcité, ce serait contre la religion. C'est Mm. pas vrai du tout. C'est pas du tout ce que dit la laïcité. Voilà. Et on a eu, je voulais qu'on en parle aussi, on a eu des affaires marquantes Ouais, liées à la ouais, ouais, laïcité, au travail, au milieu ouais, professionnel. Est-ce que tu en as une qui te vient en tête ouais. Bah, l'affaire qui a en effet marqué cette séquence-là de ces dernières années, là, du début des années 2000, c'est l'affaire Babylou. Donc l'affaire Babylou, qui est donc une salariée d'une crèche privée, qui est porté le foulard et qui a été, enfin qui a été virée, je Mm, crois, mm. par son employeur. Donc c'est parti au tribunal et cette affaire a duré, ça a été un vrai feuilleton judiciaire. C'est parti jusqu'au Conseil d'État en assemblée plénière pour savoir si elle avait le droit ou pas de venir avec son foulard. Donc ça a été, comment dire, symbolique, en fait, de la manière dont ce sujet a Ouais. été porté
au devant de la scène, de la scène publique et politique pour en faire une quasi-affaire d'État. Bon. Voilà, ça a commencé en effet suite à la séquence. Peut-être dire un mot sur ça, Mmh. séquence 2003, qui est un Oui. moment aussi charnière, si on veut comprendre comment les choses se sont faites et pourquoi on en est là encore aujourd'hui. En fait, en 2002, je ne sais pas si tu te souviens, 2002, Jean-Marie Le Pen, second tour. À l'époque, il arrive au second tour et on se dit catastrophe, tout le monde est dans la rue. À l'époque, on appelait ça un choc, hein. Bon, ça n'est plus du tout, mais à l'époque, voilà, Front National arrive au second tour, Jacques Chirac est réélu à 80% des voix, etc. Suite à ça, la droite se réunit et dit comment on fait maintenant pour récupérer cette partie de l'électorat qui est partie à l'extrême droite. Parce qu'on a perdu notre électorat, là. Il y a malgré tout 18%, ça Mmh. veut dire qu'il y a beaucoup Oui. d'électeurs qui étaient à droite qui sont passés à l'extrême droite. Il faut qu'on les récupère. Alors, ils réfléchissent et ils mettent en place une commission. On connaît beaucoup la commission Stasi, mais en fait, juste avant la commission Stasi, il y a déjà un espèce de cercle qui se crée, là, politique, autour de la figure de François Baroin. François Baroin, donc en 2002-2003, donc juste après l'élection, Mmh. hein, a la charge de s'occuper de la récupération de cet électorat. Et il pond un rapport qui est accessible, hein, sur Internet, dont on a peu parlé. Jean Bobéro en a fait des articles, hein. Déjà, à l'époque, il avait vu le coup venir. Donc, Jean Bobéro, qui est donc sociologue, qui est historien de la laïcité, celui vraiment qui est spécialiste de ces questions-là. Et ce rapport est intitulé La nouvelle laïcité. Donc, déjà, tout un programme. C'est-à-dire, en gros, ils avouent à demi-mot qu'il faut inventer une nouvelle laïcité. Cette nouvelle laïcité, elle aura pour principe fondateur de dire deux choses. Premièrement, c'est bon, la laïcité, qui était une valeur traditionnellement de gauche, jusqu'à Oui. maintenant elle était à gauche, Oui. c'était plutôt la gauche qui se réclamait de la laïcité, doit devenir une valeur de droite. Parce que tout le monde, Républicaine. voilà, républicaine, tout le tintouin sur la République, etc. Et alors, il faut que la droite se l'approprie, mais cette fois-ci, en se désignant en quelque sorte un adversaire, un ennemi. Voilà, contre qui on va mettre en place cette politique de laïcité. Et dans le rapport, il est écrit, il faut le lire, hein, le rapport indique, cet adversaire, c'est l'islamisme, mais c'est d'une manière générale, quand on lit bien, c'est l'islam visible. C'est l'expression de la religiosité de l'islam. Et pourquoi on a choisi l'islam à ce moment-là comme, bon, je sais pas, je veux pas dire, ça aurait pu être toutes les religions, ça aurait pu être une autre religion. Pourquoi spécifiquement l'islam? Parce que Bah, l'islam est plus visible que d'autres religions dans la sphère, ou c'est aussi lié au rapport historique entre la France et les pays ouais, c'est musulmans? compliqué, Ouais, mais ouais, alors il y a à la fois tout ça, et puis il faut pas oublier aussi qu'on est post-attentat 2001, hein. oui, oui. Comment dire, les attentats le 11 septembre 2001 a été un événement dont on mesure aujourd'hui peu encore la portée, hein, qui a vraiment été un choc et qui a au sein même des cercles néo-conservateurs, qui en fait qui sont des cercles américains, mais qui en réalité, il y en a, enfin, je veux dire, qui se Mm. diffusent. C'est une idéologie qui s'est diffusée un peu partout, et y compris en Europe, qui a fait une espèce de ériger dans le monde le camp du bien, le camp du mal. Oui. Et dans le camp du mal à cette époque-là, et donc à réactiver un vieil imaginaire. On est dans la thèse de, vous avez sans doute, t'as sans doute entendu parler de Huntington, tu sais, le choc des civilisations. Faut savoir, là aussi, ce bouquin a été une nourriture Mm. spirituelle des néoconservateurs. Ils étaient absolument convaincus que maintenant que l'URSS était tombée, donc en 89 avec la chute du mur de Berlin, le nouvel ennemi des États-Unis, enfin le nouveau camp, le nouveau profil de combat que l'Occident doit mener va être contre d'autres civilisations, et notamment celle qui est la plus Oui. dangereuse, c'est la civilisation islamique. Voilà.
Donc tout ça, c'est une idéologie qui commence à poindre son nez dans les années 90 et qui, avec les attentats du 11 septembre 2001, a vraiment été diffusée comme une espèce de d'acquis, hein. Oui. Et voilà. Et donc, c'est de tout Et ça donc, il y a se tout ça. nourrit Voilà, Barouin, notamment pour. exactement. Et donc, il y a une espèce de contexte général, politique général, contexte géopolitique international, qui crée les conditions euh, d'une désignation comme ça, d'un Sous couvert de ennemi, la voilà, laïcité sous qui. couvert de la laïcité, etc. Voilà. Merci beaucoup, Non, Hicham. non, je t'en On va prie. passer à une autre partie qui est un peu plus théorique, mais Ouais, j'espère toujours aussi digeste, qui est sur le rapport de l'islam au travail. au travail et au Ouais, travail moderne. On a un théoricien sur ouais, ce sujet-là, qui est Weber. ouais, c'est Lui, ça. quelle est sa thèse sur le travail, si tu peux Ouais, sur le travail ouais, moderne et ouais, l'islam et ouais, le travail. ouais. Alors, je vais essayer d'être le plus, comment dire, compréhensible possible, hein, parce que Max Weber, donc c'est un sociologue allemand, père fondateur, on le qualifie même de père fondateur de la sociologie moderne, et avec Durkheim qui est français. Et donc, Max Weber est connu surtout pour un immense bouquin, enfin un bouquin qui a fait vraiment date, qui a été très important, qui s'appelle L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Dans ce bouquin, Weber nous explique une chose d'extrêmement lumineux. Il nous explique que le capitalisme n'a pas pu se développer comme ça, uniquement par des aspects techniques et matériels. En réalité, s'il s'est développé, c'est qu'il a rencontré à un moment donné des dispositions d'esprit, des dispositions éthiques qui ont été favorables à son développement. Le capitalisme ne peut pas naître n'importe où. Voilà, il peut pas naître n'importe où, pas dans des coups, parce qu'il compare, il dit le capitalisme aurait pu se développer en Chine, il aurait pu se développer, et il prend même l'exemple, comment dire, des pays arabes, etc. Mais il s'est pas développé là-bas. Il s'est développé uniquement en Occident. Et alors pourquoi en Occident? C'est ce qu'il essaye de démontrer, c'est que il y a donc dans une certaine éthique religieuse, et notamment dans l'éthique puritaine protestante, une disposition d'esprit, une espèce de mentalité, un substrat mental qui permet un tel rapport au travail, un rapport au travail ascétique, rigoureux, discipliné, un rapport au travail où il nous explique que le protestant calviniste travaille pour la gloire de Dieu, etc. Et donc, cette mentalité-là a permis l'émergence du capitalisme moderne, spécifiquement en Occident. De cette thèse va naître évidemment, et déjà Weber en parle dans d'autres de ses bouquins, il dit maintenant essayons de voir pourquoi il ne s'est pas développé ailleurs. Et en fait, Weber nous explique qu'il ne s'est pas développé ailleurs parce qu'il n'y avait pas cette disposition d'esprit. En gros, pour aller vite, c'est l'idée qu'il y a, en l'occurrence dans l'islam, qu'il y a dans l'islam, il n'y a pas les germes, il n'y a pas cette mentalité-là. Il n'y a pas ce qu'on attribue au protestantisme. Voilà, Il n'y a pas voilà, cette culture de travail, cet voilà, amour du travail, ce voilà, travail pour Dieu. exactement. C'est vrai pour toi ou... Alors, justement, moi, l'idée, c'est déjà de reprendre cette thèse et de voir comment elle a contribué, en réalité, à nourrir et à disqualifier, en fait, des pans entiers, parce qu'il dit ça de l'islam, mais il dit ça aussi de Mm. d'autres traditions culturelles et religieuses, hein. Il dit ça aussi des hindouistes, il Et du dit coup, ça du confucianisme, il dit ça etc., de est-ce tout. que cette thèse, elle est pas... Parce que... Et cette Elle est... thèse a été moi, m'a beaucoup intéressé surtout, c'est que cette thèse a été énormément reprise. Mais on parlait tout à l'heure d'imaginaire et de construction Mm. sur l'imaginaire. Est-ce que cette thèse a vraiment contribué à la construction de cet imaginaire, peut-être Selon moi, oui. Selon moi, oui. Je pense que même si Weber, encore une fois, hein, je le dis, c'est un immense sociologue et il prend beaucoup de précautions pour faire sa démonstration, mais selon moi, il y a eu, suite à Weber, toute une série d'auteurs qui se sont saisis de cette thèse pour précisément, mais comme toujours après les grands auteurs, hein, Mhm. pour lui faire dire plus que ce qu'elle ne dit, pour lui faire dire autre chose que ce qu'elle ne dit, etc., etc. Et bon,
Ce qui a fait que, par exemple, moi je me suis un peu intéressé à ça, il y a toute une littérature aujourd'hui en philosophie, en sociologie, en histoire des idées, etc., qui ont présenté même l'histoire, comment dire, la naissance de la modernité comme la modernité, la science, la raison, etc., comme des choses qui sont essentiellement liées au christianisme. Mmh. Qu'il n'y a pas la possibilité, qu'il n'y avait pas de toute façon dans l'histoire de la modernité, la possibilité, la potentialité d'esprit qu'il y a eu en Occident chrétien. Et cette thèse a été diffusée comme ça, de manière, et moi qui m'a toujours un peu interrogé, voilà, qui m'a toujours un peu intrigué. Je me suis dit comment on a pu accepter ça comme ça aussi Mmh. massivement, aussi voilà. Et donc moi, mon travail a consisté justement de réinterroger cette espèce, ce que j'ai appelé moi un paradigme. Tu sais, un paradigme, c'est un concept qui vient de l'épistémologie, qui est de Kuhn, qui veut dire un cadre de pensée. Ouais. Ça a fixé un cadre de pensée en sciences sociales, et à vrai dire, pas qu'en sciences, qui déborde beaucoup plus que les sciences sociales, qui en gros associe de manière quasi mécanique tout ce qui est progrès, modernité à l'Occident chrétien, Oui. et Et de qui, fait et de fait, exclut toutes les autres traditions culturelles et religieuses de cette et comme tu l'as dit, modernité, de cette... Voilà. de fait, pas seulement l'islam, mais aussi d'autres, Ah oui, 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 comment dire, quasiment la planète mmh, entière, hein, à ouais. vrai dire, hein, rien de moins. Et donc, moi, mon travail a consisté à me dire, bon, au lieu d'accepter ça, cette thèse massive, comme un acquis, comme un ça va de soi, l'idée, c'est plutôt d'aller enquêter et d'aller voir précisément ce que des entrepreneurs, parce qu'il y en a plein Mmh. aujourd'hui, des entrepreneurs musulmans notamment, comment ils font, eux, pour associer leur foi, leur Justement, éthique toi tu avec la gestion d'une entreprise. justement, toi tu as fait ta thèse sur, l'entrepreneuriat Ouais, musulman, c'est c'est ça? ça, ouais. Et on a parlé, des différentes des difficultés que peuvent rencontrer, les musulmans ou les travailleurs musulmans en entreprise, Ouais. c'est-à-dire, le salariat. Est-ce que, l'entrepreneuriat pour toi c'est une solution? C'est la solution? Ou enfin, qu'est-ce que tu as tiré de cette thèse? Même si bon, on peut Ouais. pas On peut pas, je peux pas tout dire en quelques mots, mais euh, si c'est la solution, je sais pas. En tout cas, concrètement, l'enquête montre qu'il y a une espèce d'attrait mmh pour ce type d'activité, parce Est-ce que que c'est lié aux difficultés alors il y a qu'ils auraient ça. pu rencontrer dans Ouais, le monde du ouais, travail? incontestablement oui, parce que il y a clairement des discriminations structurelles qui frappent les personnes racisées d'une manière générale, et en particulier les hommes maghrébins, et les musulmans d'une manière générale. Donc qui sont exclus du marché de l'emploi, ou en tout cas et même quand ils s'y ont inclus, parce que j'ai pu voir ça par ailleurs, vivent difficilement l'articulation entre leur identité religieuse et le monde du travail. Et souvent, j'ai fait des entretiens avec des gens qui faisaient des reconversions, par exemple. Mmh, Voilà, et justement qui partaient dans l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, un de ses attraits, c'est l'autonomie. oui. Et autonomie, c'est cette capacité à pouvoir précisément s'autonomiser de ses contraintes. Et ça, c'est vrai. Le marché de l'emploi étant ce qu'il est, il a contribué à ce Ça reste un phénomène. statut qui est parfois précaire aussi parce qu'on a Voilà. il y a eu des moments où on a valorisé l'entrepreneuriat ou bon, plus c'est quoi? C'est l'auto-entrepreneuriat Ouais, c'est aussi? ça. C'est pour ça qu'en fait, quand on dit entrepreneuriat, il faudrait en réalité distinguer entre différentes formes, formules, etc. Il y a l'auto-entrepreneuriat qui est quand même, qui a beaucoup touché les quartiers populaires. Ouais, ce qu'on Enfin, il y a appelle peut-être beaucoup, l'ubérisation, enfin voilà, les ouais, tout à fait. Et il y en a eu beaucoup. Beaucoup ont eu recours à cette forme-là est-ce que d'entrepreneuriat qui reste en réalité une forme en réalité instable, un peu précaire, précarisée, etc. Qui est à distinguer de l'entrepreneuriat du chef d'entreprise, quoi, mmh, hein, avec capital, qui crée une boîte avec un concept, il a une idée derrière,
il veut développer une activité, etc. Bon, ça aussi, ce type d'activité, ce type d'entrepreneuriat existe. Et Moi, j'ai souvenir que, pour prendre le cas de l'auto-entrepreneuriat, c'est un statut qui a été beaucoup poussé, notamment par ouais, Macron. Et ouais. est-ce que ça a été poussé à dessein, par exemple, dans les quartiers populaires Bah, je crois ou... qu'il l'avait, je crois qu'il l'avait lui-même dit hein, dans une interview. Je me souviens très bien parce que ça m'avait marqué. C'était donc en 2017, hein, donc son premier quinquennat, et il fait une interview, la dernière qu'il fait à Mediapart, et on lui pose la question sur les quartiers, l'entrepreneuriat, et c'est lui qui répond et qui dit, mais qu'est-ce que vous voulez que c'est où ça ou quoi d'autre? Ouais, Bon, voilà. Bon, je pense qu'il voilà, il avait résumé. Je pense, à ce moment-là, résumé son état d'esprit sur sa manière, en effet, Parce que c'était à ce moment-là qu'arrive Uber, je crois. oui, Hein. c'est ça, Uber approximativement. arrive à ce moment-là, et donc, effectivement, qui libère une espèce de niche hein, Ouais. économique. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé de l'action collective, de la politisation, notamment du travailleur musulman, des syndicats, voilà. Ouais, Pour moi, la question, c'est, on a parlé d'ubérisation, d'entrepreneuriat, donc forcément d'atomisation du ouais, travail. ouais. Et est-ce que justement cette atomisation des musulmans ou d'une certaine jeunesse ou d'une Mhm, frange des musulmans, à travers l'ubérisation, mhm. l'entrepreneuriat, elle n'a pas pour conséquence directe de dépolitiser cette frange de la population ou pas? Bah, la dépolitisation, elle est, moi, je crois, de toute façon massive, elle ne concerne pas uniquement les quartiers populaires, les musulmans d'une manière générale. Je veux dire, c'est un phénomène De société? de société, Hmm. voilà, premièrement. Et donc, les musulmans n'étant pas, je veux dire, à part de la société, ils sont forcément touchés par ce phénomène de dépolitisation. Je dis ça parce que moi, j'ai eu plein d'entretiens comme ça où on m'a dit non, mais la politique, on sait ce que. Enfin, voilà, Ouais, oui, les d'accord. Donc formules c'est quelque classiques chose qui est. Ouais. qui est intégré comme des formules classiques, mais qu'on voit par ailleurs. C'est ça que je veux dire. Donc, il n'y a pas une spécificité là comment dire, Du travailleur du travail musulman ou ou de ouais, l'entrepreneur voilà. Il n'y a pas une musulman. spécificité selon moi. Même si, alors, si on regarde par exemple les dernières élections, ce qu'on voit, moi plutôt, à contrario, c'est eu un mouvement, alors même s'il est faible, hein, mais moi j'ai quand même l'impression qu'il y a un mouvement de repolitisation. D'accord. Voilà. C'est ce que je vois, que j'observe. Partant du principe que le mouvement de dépolitisation est massif. Hein. Oui. Il est massif, hein, parce que là aussi, il faudrait refaire l'histoire des quartiers populaires. Hein. L'histoire des quartiers populaires, d'où viennent une grande partie des musulmans, c'est quand même c'est une histoire où, euh, où ils ont été brisés par les associations de quartiers, ont été brisés, on leur a Hmm. enlevé parce que c'est beaucoup par les associations de quartier qu'on se politisait. Bon, elles ont perdu leurs subventions. Donc là, on a un peu tout cassé Alors, et on on a se tout retrouve cassé dans une. donc ils se retrouvent dans des sites et puis il y a des trahisons sur trahisons, Ouais, on leur promettait des choses. Bon voilà, donc ça c'est aussi ça qui a ouais. créé des mouvements de dépolitisation. Je veux dire, ils sont pas tombés parce qu'en réalité, il n'y a pas de fatalité à ça. Hein. Et contrairement à ce qu'on a dit souvent, les immigrés, par exemple, n'étaient pas du tout dépolitisés. Un certain nombre d'entre eux se sont mobilisés, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans Hmm. les grèves, dans les syndicats, ont porté leur voix, n'étaient pas du tout de côté à attendre leur. Voilà. Non, non, tout ça est une histoire politique. Ouais. Une histoire politique de la dépolitisation. Donc Bon, ça s'intègre plus dans ce cadre-là. voilà, dans ce cadre-là, même s'il y a une spécificité, mais je pense que bon, le contexte de l'islamophobie, le contexte du racisme, le contexte de ces dernières élections laisse poindre, même si c'est faible, Hmm. on commence un petit peu, Oui, peut-être une repolitisation. Moi, je vois plutôt les choses comme ça. Je vois des mouvements se créer, des associations. J'ai fait enfin voilà, mené un certain nombre d'enquêtes où je me dis, je vois des jeunes aujourd'hui qui se ressaisissent de ces questions-là, qui s'intéressent à des choses que voilà, Hmm. j'avais pas l'habitude de. Et pour revenir à l'entrepreneur musulman, on a mais faire le lien aussi avec ce Oui. que tu disais sur Weber. Euh,
comment l'entrepreneur musulman met son éthique religieuse au service de son travail, Oui, puisque contrairement à ce que dit Weber, c'est aussi présent, oui, oui, cette éthique du travail en islam. oui. Euh, En réalité, moi, ce que je dis, c'est pas massif, c'est plastique. Plastique, ça veut dire que ça dépend. Voilà. d'accord. Ça dépend de plein de choses. Mais dire que d'une manière générale, aujourd'hui, ma thèse principale, ça serait de dire ça. Dire que d'une manière générale, telle religion serait plus favorable Hmm. à ça qu'une autre, ça, pour moi, c'est des choses... voilà, Ça c'est serait trop général, c'est trop massif, de etc. refaire du Weber en Ouais, voilà, 2024. c'est impossible. Ouais. Alors que si on regarde plus précisément, c'est vrai, moi j'ai rencontré plein de monde, enfin, j'ai un certain nombre de personnes de mon échantillon qui se servent de leur éthique religieuse comme ressource morale et symbolique pour créer, pour se motiver, les rituels, par exemple, les rituels religieux sont des formidables entretiens d'un rapport pratique au monde. C'est une manière de s'organiser, de se discipliner. Moi, j'ai des entrepreneurs, voilà, qui me montrent. Il y a une phrase qui revenait souvent, c'est l'islam, c'est un code de la route. Et un code de la route, ça nous donne des règles. Bon, Ça donne ça, un cadre et ça ça donne un donne. cadre, ça donne des règles. Et ça, c'est formidablement, comment dire, favorable à un esprit d'entrepreneur, hein, d'avoir un cadre qui soutient, etc. Donc, ayant dit cela, après sur l'éthique, et puis en plus, il y a tout un discours qui existe au sein de mon groupe d'enquêtés sur l'islam à travers la figure du prophète, euh, favorable au commerce, à l'économie, au marché, etc., qui n'est pas du tout défavorable à ça. Bon. Ayant dit cela, il y a quand même, ce que je montre aussi, c'est qu'il y a aussi comment on appelle ça en sociologie, on dirait des conflits de valeurs à un moment donné. Ouais, c'était ma question. Bah oui, forcément. Et comment on s'accommode de ces conflits de valeurs? Enfin, en tout Ah cas, tes voilà. enquêtés, Voilà, comment ils s'en accommodent? il y a de plusieurs manières. Plusieurs manières. C'est plus les anciens, par exemple. Les anciens, ce que j'appelle les anciens, c'est-à-dire vraiment les commerçants de les premières générations, par exemple, qui sont réfractaires absolument à toute forme comment dire, résolution de conflits à travers le dépassement du conflit. C'est-à-dire, en gros, bah non, le crédit bancaire, bah, c'est pas grave, on fera autrement. Voilà, toujours rester conforme à leurs propres valeurs. Puis Les nouvelles générations, c'est des modalités beaucoup plus sophistiquées Ok. Et dans c'était mieux la approprié le manière de système. combiner et d'articuler leur éthique D'accord. avec voilà. C'est des choses très sophistiquées, j'allais dire modernisées, mais là je suis obligé de schématiser Oui, bien à sûr. gros traits, hein, Ouais. mais qui en quelque sorte, dont l'objectif est de trouver des points d'accommodement. C'est Voilà. ça. Donc en fait, la nouvelle génération, enfin les nouvelles générations, elles s'adaptent, elles font le lien entre leur religion, leur travail, qu'il soit C'est ça. entrepreneurial, salarial. C'est ça. C'est de la. Tendanciellement, hein, Ouais, d'accord. tendanciellement, c'est ça. Après, je serais obligé de rentrer dans le détail, mais par exemple, plus le degré de pratique est élevé, plus les exigences sont hautes, forcément. Ok. Et donc, si les exigences sont hautes, ça veut dire, par exemple, certains secteurs d'activité, on ne travaille pas, voilà. Et plus on travaillera dans des niches. Qui nous facilite. Voilà, dans des niches, on pourrait appeler ça des niches ethniques, c'est-à-dire Hmm, en gros faire du commerce halal, faire ce type de choses, d'accord. pour rester conforme plus ou moins, voilà. Mais on le disait tout à l'heure. Et moins la degré de, pardon, je termine, Ouais, et moins parce qu'il y a aussi ce qu'on voit pas, mais il y a aussi moins le degré de pratique est élevé, plus mes enquêtés étaient disposés à ouvrir des commerces, mais beaucoup plus ouverts, internationaux, etc., qui ne soient pas uniquement liés à du commerce ethnique. Et voilà. d'accord. De toute façon, on le disait tout à l'heure, hein, il n'y a pas un musulman, il n'y a pas Ouais, une personne, il n'y a pas exactement. un schéma de pensée. Exactement. En 2024, il y a une enquête qui est parue, qui est intitulée La France, tu l'aimes, mais.
tu la quittes. Ouais. C'est une enquête sur la diaspora française musulmane. C'est pas seulement une fuite des cerveaux que cet ouvrage documente, il s'y révèle en creux les effets délétères de l'islamophobie, Ouais. qui, vu d'ailleurs, semble bien, et tu l'as rappelé tout à l'heure, être une exception Ouais. française. Toi, tu as aussi un peu travaillé sur le sujet. Ouais. De ton point de vue, comment on peut comprendre donc, les résultats de cette enquête et le départ parce que tu nous as déjà donné un peu les billes et quelques Ouais. grilles d'analyse, mais le départ de cette cette fuite des élites musulmanes Ouais. ou perçues comme élites. Ouais. Alors déjà oui, on est par exemple, je te l'ai dit tout à l'heure, je mène une enquête, enfin j'ai mené une enquête, j'ai fini maintenant sur les médecins musulmans, de médecins de confession ou de culture musulmane, disons, en France, et un échantillon assez large. J'ai fait passer plus de 300 questionnaires, par exemple. Et je me suis aperçu que, enfin, je suis revenu avec des résultats assez impressionnants du type plus de 70% des enquêtés Mhm. me disaient ou affirmaient qu'ils avaient pour projet de quitter la France. Voilà. D'accord. C'était un désir d'exil. Bon. Là, on parle vraiment d'une élite éduquée, Là, on parle des médecin, ouais, médecins. Bon, crème de la crème. je sais pas si c'est la crème de la crème, mais en tout cas, on peut à ce titre-là parler en tout cas de ultra diplômés Oui. ou enfin voilà. Bon. Et effectivement, donc ça m'a tout de suite intrigué et donc j'ai focus une partie de mes entretiens quali sur cette dimension-là de pourquoi vous voulez quitter la France, etc. Et ce dont je me suis aperçu, c'est qu'en effet, ce contexte, et même avec des gens, des médecins qui n'étaient pas nécessairement, ne se définissaient pas, c'était ça qui était Comme intéressant, musulman. comme musulmans, mais qui étaient perçus comme tels. Hein. J'ai fait des entretiens avec des médecins qui pratiquaient pas ou qui. D'accord, donc c'est pas forcément lié à la pratique, mais c'est lié C'est à la pas forcément. perception de Voilà. l'islam et tout ce qu'on a évoqué Voilà. Donc il y a un contexte général, politique général, islamophobe, clairement, mais qui touche en réalité le groupe en tant que groupe perçu. C'est-à-dire, c'est en ce sens-là, par exemple, il y a un concept qui est, à mon avis, utile là, Mhm. dans notre discussion, c'est le concept de racisé. Racisé, ou racialisé, la figure du musulman, me semble-t-il, elle est racialisée aujourd'hui. Elle est racialisée au sens de, c'est beaucoup plus un être perçu qu'un être, c'est-à-dire, peu importe, toi, Hamza, peu importe si tu pratiques ou pas, tu es perçu comme musulman. Voilà. Tu es perçu, tu es un être perçu, Avec, objectivement Mhm. assigné à cette identité, que tu le veuilles ou non. Avec tout l'imaginaire Et qui va avec avec. tout ce que ça, effectivement, Que chacun comporte. s'est construit et qu'il a été Tout à fait. pioché, comme tu nous l'as décrit tout Tout à à l'heure, fait. Et avec à tout ce droite que à gauche. tout à fait. Avec tout ce que ça comporte de cortège, de représentation, de symboles, etc., à laquelle on va te réduire. Bon. Et ça, mon enquête me l'a montré clairement. Et effectivement, et ça même avec des nouvelles générations. Mhm. Hein. C'est ça qui m'a un peu. On parle pas uniquement de médecins, C'est je ça, sais si pas c'est. moi, étrangers, qui voudraient repartir dans leur pays ou dans un autre pays. Non, on parle même de médecins français qui ont grandi en France, etc., et qui ne supportent plus les conditions dans Si c'est lesquelles. vrai Et pour qui ont les moyens. Oui, c'est ça. Oui, là on parle aussi de moyens, mais si c'est vrai pour les médecins, c'est aussi vrai pour beaucoup de corps de métier. Exactement. Mais il y a ce mot qui revient hein, souvent, on l'entend, tu as dû l'entendre certainement peut-être dans tes enquêtes, il y a le mot de hijra, Oui, le oui, départ, oui. et notamment vers les pays anglo-saxons. C'est ça. Euh, C'est ça. L'herbe est plus verte là-bas ou on se convainc qu'elle est plus verte là-bas ou... Bah, en fait, c'est l'herbe est plus verte. Je dirais plus, l'air est plus respirable. Et ça, c'est beaucoup, en fait. Hein. Ça a l'air de rien, mais c'est beaucoup. Quand on fait des entretiens avec des gens, des musulmans qui sont donc, qui ont fait leur hijra, qui ont émigré dans, je sais pas moi, au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, en Suisse, quand on fait des entretiens avec eux, l'image qui revient, c'est la question de la respiration. On Hmm. respire. Hein. Il y a l'idée donc ici qu'il y a quelque chose de suffocant, en fait. Hein. Le suffocant,
Et je pense que l'image est forte parce que l'air, précisément, ça se voit pas. Oui, C'est quelque chose qu'on a naturalisé, voilà, qu'on n'arrive pas tellement à décrire. C'est mécanique. Bon, je pense que le contexte islamophobe dans lequel on est de cette nature-là. Il est là, partout, il est présent dans les discours publics, dans les représentations, dans les rapports sociaux. Il y a une espèce de choses comme ça, un peu. oui, c'est un peu pesant, C'est c'est un climat pesant, ambiant. voilà. C'est un climat ambiant. C'est ça. Or, quand ils émigrent, ils se retrouvent dans des situations où ils ont le droit de prier, par exemple. On les regarde pas on les regarde pas de travers parce que, je sais pas moi, Leïla a un foulard. Mm. Voilà, on te regarde pas de travers, on trouve ça même normal, on s'en fout. Enfin, ce type de choses. Cette espèce de droit à l'indifférence, hein, Ouais. c'est tout. Mais pour faire écho peut-être au titre du livre La France, tu l'aimes, tu la quittes, les personnes que tu as interrogées, tes enquêtés, ils l'aiment pourtant cette Ah France. bah oui, oui, oui. Oui, oui, ça n'a rien à voir avec le sentiment d'affiliation C'est ou pas ça. avec ce pays. C'est un rapport Parce que où... c'est ce on l'entend aussi, c'est parce qu'ils aiment pas la Non, non, France ou ils non, sont non. attachés plus à leur Non, pays non, non. d'origine ou Non, 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 non. Non, 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 ça n'a rien à voir avec ça. Et je pense que même c'est une lecture, enfin, cette lecture est complètement dépassée. C'est précisément, c'est une lecture qui n'a pas suffisamment, qui ne connaît pas suffisamment le groupe des musulmans dans sa diversité, qui n'a pas suffisamment enquêté, ces espèces de préjugés qu'on accole systématiquement à la figure des immigrés, leurs descendants d'une manière générale. Tu sais, ils n'aiment pas la France, ils montrent pas suffisamment leur affiliation, leur attachement à la France, etc. Bon, ça, c'est des préjugés qui existent déjà depuis fin des années 80. Quand on s'intéresse, dès par exemple, la première, je dis ça parce que je suis retombé sur des archives de ce type impressionnantes, première conflit Irak, je sais ouais, pas, tu te souviens? Guerre du Golfe, première guerre du Golfe, ouais. première guerre du Golfe en 91, tous les journaux titres de quel côté ils sont, en parlant Des des Arabes, immigrés, musulmans des ici, Arabes, ouais. etc. Donc c'est un vieil imaginaire, là D'accord. encore, qui fait que de se réactualiser en fonction des contextes, des périodes, etc., mais qui toujours a consisté à douter, De la soupçonner loyauté, de la loyauté, de la fidélité, de ces individus-là étranges qu'on ne connaît pas, obscurs, etc., à la société française. Voilà. Et donc, évidemment, quand on doute, quand on soupçonne, on attend de toi que tu en fasses trop, que tu montres mais ça contribue aussi ton- au fait que le climat devient peut-être qu'on en demande trop plus Voilà, voilà, moins respirable, plus voilà, pesant et exactement. de Et voir donc, si, voilà. Et donc, il y en a qui beaucoup décident de partir. Mais ce qui serait intéressant, ce serait d'enquêter au-delà même de ce qu'on appelle l'élite. Mais globalement, moi, j'ai pas vu d'enquête là-dessus, sur les musulmans d'une manière générale. Moi, je suis. oui, parce que quand on parle d'élite, on parle de personnes qui ont les moyens aussi de Voilà. partir Bah ou de voilà. s'autoriser à faire Voilà. autre chose. Voilà. Et donc, il faudrait voir, ça serait intéressant de voir, par exemple, parmi l'ensemble des groupes professionnels ou non Mm. des musulmans, le degré aussi d'adhésion à cette idée. Et je suis sûr qu'il serait élevé aussi. Donc en fait, je pense que c'est un sentiment globalement partagé en fait, hein. Mm. Bah, peut-être que de ce podcast, Ouais, bah naîtra des naîtra- ambitions de recherche, on l'espère en tout d'enquête, cas, ouais. on l'espère et je te remercie, Bah, je t'en prie. Hicham. Avant de terminer, on, on- on a le traditionnel rituel Ouais. du phare qui est de nous suggérer trois livres, documentaires, des suggestions culturelles. Ouais. Alors, en lien donc avec notre sujet, alors je sais pas je vais plutôt parler de trois auteurs et à travers ces trois auteurs, trois œuvres, enfin leur œuvre plutôt, qui me semble important avec tout ce qu'on vient de dire là. De premier auteur, j'en ai parlé tout à l'heure. Encore une fois, je ne sais pas qui va écouter ça, donc ça se trouve, les gens connaissent déjà tous ces auteurs. Mais en tout cas, pour ceux qui connaissent pas, à mon C'est avis, ça. c'est essentiel de les lire. Le premier, c'est Sayad, Abdelmalek Sayad. Pourquoi il est important?
pour notre sujet-là, parce qu'Abdelmalek Sayad, déjà, c'est vraiment le sociologue du mouvement migratoire de l'immigration, émigration des pays du Maghreb vers la France. Il a vraiment décortiqué, fait des entretiens très approfondis, et il a montré le désarroi dans lequel ont été jetés les immigrés en France, leurs conditions de travail, leur désespoir parfois, etc. Bon, donc il y a une espèce d'enquête très approfondie sur leur existence dans le monde du travail français. Et on sait peu, mais en fait, Abdelmalek Sayed a aussi fait des enquêtes en Algérie. D'accord. Et avant de venir même en France. Et les enquêtes qu'il mène en Algérie sont vraiment hyper intéressantes. Il y en a un qui s'appelle le déracinement, et qu'il a mené avec Pierre Bourdieu, Qui ne se présente pas. qui se présente pas exactement. Et en fait, ces enquêtes en Algérie, là où elles sont importantes, me semble-t-il, c'est qu'ils montrent chirurgicalement ce qu'a fait, d'un point de vue structurel, la colonisation C'est ce que aux tu Algériens. évoquais au début du podcast. Comment on a organisé. Comment la société coloniale, avec ce qu'elle a importé et imposé comme système de valeurs, a complètement déstructuré de l'intérieur, atomisé la société algérienne. Et ils en font une enquête. Et donc ça, c'est pour avoir une meilleure compréhension de ce qu'a provoqué concrètement le système colonial d'un point de vue structurel. Donc, à mon avis, c'est un auteur important pour ça. Deuxième auteur, c'est Édouard Saïd. Édouard Saïd avec l'orientalisme. L'orientalisme, à mon avis, c'est un bouquin aussi très important pour comprendre. Édouard Saïd, c'est celui qui a développé le concept comment dire, de l'Orient créé par l'Occident, et de montrer qu'en fait, l'Occident a pu coloniser le système, enfin les pays du Maghreb, l'Afrique, etc., uniquement parce qu'elle a produit du savoir à leur propos. Et ce savoir qu'elle a construit à leur propos, c'est précisément l'orientalisme. Toutes les représentations, les images un peu, Le narratif. le narratif, les récits, etc. Et donc ça, c'est important d'avoir concrètement comment les discours qu'on a fabriqués sur le monde oriental, vu comme un tout homogène en plus. Et le troisième auteur, c'est Fanon, évidemment, avec Peau noire, masque blanc, alors, tout ça a un lien, qui lui montre comment ces représentations du monde, comment le système colonial a provoqué des pathologies mentales chez les colonisés. Ça qui est important dans Fanon, c'est de dire que le système colonial, les représentations qu'on a construites autour des colonisés, c'est pas que des représentations. Ça a été aussi psychiquement intériorisé par les colonisés eux-mêmes, de telle sorte qu'ils ont développé un système de complexe d'infériorité. Qui dure peut-être jusqu'à aujourd'hui. Ah bah, c'est même certain. C'est même tout à fait certain. Et c'est quelque chose dont il faut s'émanciper, qui est très dur, parce que c'est précisément enraciné dans des mécanismes psychiques. Il faut en avoir connaissance, conscience pour... Exactement. D'où Fanon. Exactement, d'où Fanon. Merci beaucoup Hicham. Donc on mettra les liens vers ces 3 références et les autres références qu'on a évoquées, notamment ton livre. Et puis si d'ici à l'apparition du podcast, ton enquête sur les médecins... voilà, je te tiendrai au courant. Merci beaucoup Hicham. Merci et à toi. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une autre émission. Merci beaucoup Hicham. Merci à toi.